Téléspectateurs d'Event News TV, bonjour. Merci de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité en compagnie d'Abel Naki qui vient d'une longue tournée aux États-Unis. Nous allons aborder toutes ces questions avec lui. Abel Naki, bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez d'une longue tournée des États-Unis. Vous avez visité 7 États. Avant de partir sur vos traces aux États-Unis, nous allons tout simplement parler de l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ils sont 12 à être sortis des geôles du président Alassane Dramane Ouattara, pour bien dire les choses. Quelle est votre réaction sur cette question? Écoutez, d'abord, la libération des prisonniers politiques est une action qui résulte, en tout cas, de la pression que les Ivoiriens, les Africains ont menée à travers le monde, plus principalement dans la diaspora. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ces prisonniers sont libérés, c'est une joie pour les familles et nous nous joignons à ces familles pour célébrer cette libération. Il y a des parents qui ont retrouvé leur enfant, il y a des familles qui ont retrouvé le chef de famille, il y a des maris qui ont retrouvé leurs femmes, des femmes qui ont retrouvé leurs maris, ainsi de suite. Et donc, nous nous joignons en tout cas à toutes ces personnes pour dire que l'action que les Ivoiriens ont menée pour que justice soit faite, c'est donc la pression, le résultat de la pression que nous avons menée. Un seul instant, il n'est question de glorifier Dramane Ouattara de cette action, parce que quand on décide de faire une action de cette façon, on prend le soin, avant de libérer les prisonniers, de pouvoir réunir les conditions pour que l'accueil soit parfait. Mais on a tous remarqué dans les vidéos que ces prisonniers ont été libérés, mais rien n'a été préparé pour les accueillir. On voit que la maison, la résidence du président Afim Guessan a été pillée. Madame Geneviève Brogrébé était obligée d'aller dans son village parce qu'elle n'a plus de maison à Abidjan. Beaucoup de ceux qui ont été libérés n'ont pas été libérés dans de bonnes conditions. Donc nous, ça nous conforte dans notre position que c'est effectivement la pression des Ivoiriens, la pression des Africains, la pression de tous ces mouvements patriotiques et la pression de tous ceux qui ont mené des actions, que ce soit dans l'ombre, que ce soit visiblement, qui ont donné ce résultat. Donc nous nous en félicitons de notre travail que nous avons fait tous ensemble pour que ces prisonniers soient libérés. Malheureusement, M. Abel Naki, la joie n'est pas totale parce que d'autres sont restés en prison, notamment la première dame, l'ex-première dame, c'est comme ça qu'il faut le dire, semble-t-il, mais nous disons la première dame, Simone Gbagbo. On a encore Charles Blé Goudé qui est détenu, on a dit Bopieux, ils sont nombreux à être restés. On parle même de 800 prisonniers qui sont encore détenus. Quelle est votre réaction aussi à ce sujet? Parce qu'il y a quelque chose à dire dessus. Mais justement, nous disons que le travail continue, la lutte continue. Parce que sur plus de 800 prisonniers, il n'y a que 14 qui sont libérés. Donc c'est une goutte d'eau dans la mer qui ne signifie rien en termes de volume. Mais nous disons que les personnes qui ont été libérées, ce ne sont pas aussi des personnes, des personnes de petit calibre. Ce sont en tout cas les tenants de l'opposition qui ont été libérés. Donc des responsables de partis politiques qui ont été libérés. Mais comme vous le dites, il y a encore des prisonniers. Il y a la première dame, elle n'est pas ex-première dame. Elle est la première dame de la Côte d'Ivoire. C'est elle qui est légitime. C'est elle qui a gagné les élections de 2010. Donc pour nous, la première dame, Madame Simone Evé Gbagbo, demeure la première dame de Côte d'Ivoire. Nous ne reconnaissons pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui se pavanent et qui usurpent en tout cas ce titre de première dame. La seule première dame que nous connaissons, elle s'appelle Madame Simone Evé Gbagbo et elle est encore détenue dans des conditions déplorables par le régime génocidaire de Dramane Ouattara. Il y a le ministre Charles Blé Goudé qui est en prison, dont on ne parle pas beaucoup. Le ministre Charles Blé Goudé a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Le ministre Charles Blé Goudé a soutenu les institutions de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée pour lancer cet appel au régime génocidaire et totalitaire, dictatorial de Dramane Ouattara, qu'il est temps qu'il libère les prisonniers
politique en Côte d'Ivoire. Nous savons que dans un pays, s'il y a des prisonniers politiques, cela signifie que c'est un dictateur qui est au pouvoir. Les grandes démocraties en Occident, en Europe, on ne parle pas de prisonniers politiques. On parle de démocratie parce que dans ces pays-là, il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc s'il y a un prisonnier politique, un seul prisonnier politique dans un pays, ça veut dire que celui qui est à la tête de ce pays est un dictateur, tout simplement. Il faut qu'on les libère, il faut qu'on libère le général de Boblé, il faut qu'on libère les Dibopieux, il faut qu'on libère aussi les jeunes patriotes qui ont été emprisonnés, dont on ne sait aujourd'hui où ils sont détenus. Tous ceux dont on nous montrait les photos lorsque on était au plus fort de la crise, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont encore en prison. Il y a un leader politique, pour vous interrompre rapidement afin de revenir sur ce point, un leader politique qui a parlé aussi de ceux qu'on doit libérer qui ne sont même pas en prison. Il parle des populations. Ben oui, parce que la population est aujourd'hui emprisonnée. La Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien vit dans une prison à ciel ouvert. La démocratie est emprisonnée. Les libertés publiques et individuelles sont confisquées et emprisonnées. Aujourd'hui, on ne parle même plus de manifestations en Côte d'Ivoire. On ne peut même plus se réunir. Quel est ce régime qui est à la tête d'un pays dont on ne peut critiquer les actes et les actions? Donc c'est une dictature pure et simple en Côte d'Ivoire. Et c'est cela que nous dénonçons dans tout ce que nous faisons comme action ici dans la diaspora. Autre actualité, M. Abel Maki, la prochaine visite programmée de M. Soro Guillaume à Gagnoa. Vous êtes originaire de Gagnoa, précisément de Pogrebouo, le même village que Charles Blé Goudé, et au programme du président de l'Assemblée nationale, il est marqué Pogrebouo. Oui, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Si Soro Guillaume pense qu'il doit rendre visite à la région de Gagnoa, s'il pense qu'il doit aller jusqu'à Pogrebouo dans mon village, j'aimerais lui dire qu'il y a un ressortissant de Pogrebouo qui s'appelle Charles Blé Goudé qui croupit on ne sait où aujourd'hui. Donc ce serait bien s'il est intelligent, Soro Guillaume, il ne ferait bien de libérer son frère, son ami de la Fessie et qu'il aille ensemble avec lui à Pogrebouo pour dire aux parents à Pogrebouo que, effectivement, voici ce que les gens ont fait. Mais moi, Soro Guillaume, en tant qu'Ivoirien, en tant que ressortissant de la Côte d'Ivoire, ressortissant du Nord, en tant que Sénoufo, moi, voici l'acte que je pose. Je libère Charles Blé Goudé et lui et moi, nous allons dans son village. Charles Blé Goudé a fait la caravane de la paix en Côte d'Ivoire. Il est allé au nord, il est allé dans le village de Soro Guillaume, il est allé dans le village d'Abed Bakayoko, il est allé dans tous les faits-fonds du nord pour proclamer la paix. Mais de quelle paix parlions-nous en ce moment? On parlait de la paix dont les ressortissants du nord qui avaient pris les armes en 2002, qui avaient déstabilisé le pays, Charles Blé Goudé a fait cette caravane de la paix et il a sillonné ces villes-là. C'est pas pour autant que, étant au pouvoir, le président Laurent Gbagbo avait accompagné Charles Blé Goudé avec des militaires pour arrêter ceux qui avaient pris les armes. Non, il y est allé pour effectivement qu'il y ait la paix entre les Ivoiriens. Donc si Soro Guillaume veut faire cela, je pense qu'il serait intelligent. On n'a pas besoin de faire bac plus 15 pour savoir qu'il y a un ressortissant d'une région qui est en prison. Donc il faut le libérer pour qu'ensemble, ils aillent à Pogrebouo. Est-ce qu'il connaît la route de Pogrebouo? Mais celui qui connaît la route de Pogrebouo, il s'appelle Charles Blé Goudé, il est en prison. Donc il faut qu'il le libère pour qu'il nous montre comment on va à Pogrebouo. Donc pour moi, ça me fait rigoler. Il peut aller se balader, il peut faire ce qu'il veut, mais chaque chose a une fin. Alors, du 18 juin au 8 août dernier, vous étiez aux États-Unis. Vous avez fait une longue tournée. 7 États ont été visités, notamment la Philadelphie, Atlanta, Dallas, New York, Boston, Chicago et Washington. Vous avez, dans tous ces endroits-là, donné un message fort. Alors, je voudrais vous dire, qu'est-ce qui vous a poussé à aller aux États-Unis? Ben, c'est simple. Ce qui nous a poussé à aller aux États-Unis, c'est la quête de la vérité, la quête de la justice. Nous avons fait cette caravane ici en France. Nous avons sillonné des provinces de France pour dénoncer l'injustice en Côte d'Ivoire. Et c'est cette même action que nous sommes allés faire aux États-Unis. Aux États-Unis parce que c'est un pays qui est
qui met la démocratie au plus haut niveau. C'est un pays où il y a la liberté d'expression. Nous sommes allés aux États-Unis pour dire aux Américains, pour dire à Obama, le président américain, que lorsqu'il est allé au Ghana après son élection, il a dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais que l'Afrique avait besoin d'institutions fortes. Nous sommes allés le lui rappeler devant la Maison Blanche. Donc, comme vous l'avez cité tout à l'heure, nous avons fait un meeting devant la Maison Blanche. Nous avons particulièrement été touchés par comment les choses se présentent. Mais justement, avant que vous n'alliez loin, téléspectateurs d'Event News, nous allons voir une petite vidéo en quelques secondes du passage d'Abel Naki devant la Maison Blanche. Je disais que nous sommes devant la maison la plus importante du monde. I was just saying that we're in front of the most important house in the world. Les décisions qui se prennent dans cette maison peuvent changer le cours du monde. All the decisions that come from this house can change the future of the world. C'est pour cela que nous, Africains, nous sommes venus cet après-midi parler aux habitants de cette maison. That's why we Africans, we are here this afternoon to talk to the people who live in that house. L'histoire nous a enseigné que dans un pays, pour élire un président, on utilise ce qu'on appelle la démocratie. We know through history that in a country, to elect a president, there is a democratic process. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Democracy is the power of the people by the people. Et je me souviens lorsque le président Obama a été élu pour la première fois. And I remember when President Obama was elected for the first time. Il allait dans un pays en Afrique. He went to a country in Africa Qu'on appelle le Ghana. named Ghana. Lorsqu'il est arrivé au Ghana, When he was in Ghana, il a réuni tous les Africains. he gathered all the Africans. Il a réuni tous les chefs africains. He gathered all the African leaders. Il a aussi réuni tous les responsables africains. He gathered all the people in power in Africa. Et il leur a dit And he told them que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts. that Africa didn't need a strong political personality. Mais l'Afrique avait besoin d'institutions fortes. That Africa needed strong institutions. Et je sais And I know. qu'une des institutions And one of those institutions en Afrique in Africa s'appelle le Conseil constitutionnel. is the Supreme Court of a country. Et cette institution And that institution est habilitée, is the only one allowed. elle seule, The only one. uniquement, Only that institution. et une seule fois, And wants de donner to les résultats des élections présidentielles. to declare the winner of the presidential elections. Eh bien, devant la Maison Blanche, nous avons fait un meeting. Un meeting, ce qui m'a paru bizarre, parce que depuis que nous sommes en France, depuis que nous luttons pour la justice et l'égalité en Côte d'Ivoire, à aucun moment le gouvernement français ne nous a permis de manifester, ne serait-ce qu'à 5 minutes de l'Élysée. Or, je peux conclure que entre l'Élysée et la Maison Blanche, si on me demande de choisir, je choisis la Maison Blanche. Parce que la Maison Blanche est la maison la plus importante du monde. La maison, l'Élysée devant la Maison Blanche, c'est comme le jour et la nuit. Ceux même qui y résident, c'est comme le jour et la nuit. Alors, je ne peux pas comprendre qu'un petit État comme la France protège tellement la résidence du président, qui est l'Élysée, et puis le président du monde, Barack Obama, on peut toucher les grilles de sa résidence, on peut prendre des photos de sa résidence, on peut même manifester devant la résidence. Voici une forme de démocratie. Donc ce que les Européens nous vendent ici, je pense que c'est le contraire qui s'est fait aux États-Unis. Nous avons manifesté devant la Maison Blanche. Il y avait la CIA, il y avait le FBI, il y avait toute la police. Ils n'étaient pas en tenue, ils étaient en civil, pour permettre aux manifestants d'être à l'aise, pour ne pas qu'il y ait un traumatisme. C'est ça aussi. Quel a été le message? Le message que nous avons passé à cet endroit précis, nous avons dit au président Barack Obama, nous lui avons d'abord rappelé sa phrase qu'il a prononcée
au Ghana, en disant que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Nous lui avons rappelé que, effectivement, après qu'il ait prononcé cette phrase-là, il y a une institution en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Conseil constitutionnel qui a prononcé le résultat du vote de novembre 2010. Pourquoi n'a-t-il pas soutenu cette institution? Première question. Deuxième chose, nous sommes allés devant la Maison-Blanche pour rappeler à Barack Obama que le docteur Martin Luther King avait eu un rêve. Le rêve qui était que blanc et noir s'asseyent ensemble et qu'un jour, un noir puisse accéder à la magistrature suprême aux États-Unis. Nous avons rappelé ce rêve pour dire qu'effectivement, une partie du rêve de Martin Luther King s'est réalisée parce qu'aujourd'hui, un noir est au pouvoir aux États-Unis. Mais la deuxième partie du rêve qui doit se réaliser et pour lequel nous sommes allés aux États-Unis, c'est que plus jamais un Africain ne soit déporté de son continent pour l'Europe, pour l'Occident. Le cas du président Laurent Gbagbo. Et c'était vraiment un message fort à propos. C'était un message fort et nous l'avons donné ce message devant la Maison-Blanche pour dire qu'il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré pour que le rêve de Martin Luther King se complète. Ça, c'est la troisième chose, pourquoi nous sommes allés devant la Maison-Blanche, nous sommes allés pour dire à Barack Obama que la France l'a manipulé. Je me souviens que dans les années où George Bush voulait faire la guerre en Irak, la France était opposée. Et nous avons vu comment les Américains ont soutenu leur président George Bush. Comment est-ce qu'ils ont boycotté tous les produits français? On nous a rapporté que le vin français était cassé, les bouteilles de vin étaient cassées dans des caniveaux et versées. Ils ont même changé le nom des frites. Vous savez comment on appelait les frites aux États-Unis? Dites le nom. On appelait les frites French fried. French, c'est-à-dire les frites de la France. Aujourd'hui, les frites s'appellent les frites américains. Donc, c'est pour dire qu'ils sont tellement patriotes, les Américains, qu'ils ont posé des actes face à l'attitude de la France. C'est vrai que nous autres, nous n'étions pas peut-être contents ou d'accord avec la guerre en Irak, mais c'est pour faire le rapport entre la France et les États-Unis. Donc nous avons dit au président Barack Obama que la France a enlevé au pouvoir un démocrate pour le remplacer par un dictateur. Et ce message, nous l'avons passé devant la Maison-Blanche. Et justement, il paraît même que, selon ce que nous avons reçu comme retour, que le président Barack Obama n'était pas loin du tout de vous. Le jour où nous faisions la manifestation, le président Barack Obama était dans sa maison. Et donc, la Maison-Blanche est constituée de telle sorte que tout ce qui se passe devant la Maison-Blanche soit en tout cas criblé au peigne fin, c'est-à-dire que tous les discours, parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui se font devant la Maison-Blanche, il y a les visiteurs, il y a les manifestants, il y a tout ce monde qui vient devant la Maison-Blanche. Il y a des caméras un peu partout et le président Obama suit de près ce qui se passe. Il y a la CIA qui vient aussi comme des touristes, ils sont sur des vélos, ils viennent comme des touristes, mais ils ont des iPhones, ils ont des iPads et ils filment ce que nous disons. Le message est directement transmis au président Obama. Donc c'est vraiment une liberté qui m'a choqué quand nous étions devant la Maison-Blanche. Voilà. Vous avez aussi été reçu aux États-Unis par un sénateur. Oui, effectivement, nous avons été reçus par un sénateur. Nous étions aussi partis aux États-Unis pour la caravane de la liberté, mais en même temps, nous sommes allés faire, en tout cas, une action diplomatique. Le CRI panafricain, aujourd'hui représenté un peu partout dans le monde, qui est aujourd'hui un mouvement politique international, avait besoin de pouvoir poser aussi ses pas dans cet autre côté de la lutte que nous menons. Parce que je le dis toujours, notre lutte a deux phases. Il y a la phase visible et il y a la phase invisible. La phase visible, c'est celle que nous faisons, les manifestations de rue que nous faisons. Et la phase invisible, c'est en tout cas le lobby que nous pouvons faire, la diplomatie que nous pouvons faire pour que les décideurs puissent se pencher sur la question du président Laurent Gbagbo et sur la question de la Côte d'Ivoire. Parlant des Ivoiriens qui résident aux États-Unis, vous avez dû les rencontrer, qu'est-ce que vous leur avez dit? Il est important de leur signifier l'ampleur et l'importance de la lutte que nous menons. Et ça a été un plaisir pour eux de nous recevoir parce qu'ils nous ont confié comme ça que c'est difficile pour des autorités qui viennent aux États-Unis, ivoiriennes, qui viennent aux États-Unis, de se déplacer jusqu'au Texas pour rencontrer la communauté ivoirienne. Nous avons pris le risque
Nous avons roulé plus de 21 heures de route de Philadelphie jusqu'au Texas, donc jusqu'à Dallas. C'est infaisable. Et tous les Ivoiriens du Texas étaient vraiment étonnés de voir à quel point le CRI panafricain est aussi impliqué dans la connaissance de la vérité et dans la recherche de la vérité, et tellement le CRI panafricain est impliqué aussi dans cette lutte-là. Et donc ils étaient très contents de nous recevoir et de voir qu'effectivement nous sommes venus voir des frères qui sont loin, qui sont éloignés et qui font aussi un travail remarquable. Autre étape clé du président du CRI panafricain aux États-Unis, l'étape de New York, le 25 juillet. Nous avons d'ailleurs à cet effet voir une vidéo de quelques secondes pour voir ce qu'il a dit aussi aux Ivoiriens et ce qu'il a fait à cet endroit précis. Après Dallas, c'est à New York le jeudi 25 juillet 2013, devant les Nations Unies, que la délégation du CRI panafricain a déployé ses banderoles pour la 3e étape de la caravane américaine de la liberté. La 3e étape de la caravane de la liberté a été organisée en collaboration avec l'ADDD de New York, le CACI et December 12, une ONG américaine. Que dit, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie. Bâillonné, muselé, aucune lame, non. Aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Pendant l'audience de confirmation des charges, l'accusation, le procureur de la CPI, a apporté des preuves qui étaient basées sur le mensonge. Des preuves, des scènes qui sont tournées au Kenya. Ils nous ont dit qu'il y avait un obus qui est tombé sur un marché à Abobo. Et cet obus était tellement intelligent qu'il a trié la population et il a tué que des rebelles de Dragon Ouattara. Cet obus était tellement intelligent qu'il est venu tomber sur le marché et il a épargné les Gbagbo pour tuer Je n'ai jamais vu dans le monde un obus qui est intelligent et qui connaît les noms, qui connaît les régions, qui connaît là où les hommes sont venus et qui Alors donc, parlez-nous un peu de New York. Vous étiez à New York le 25 juillet. Qui est-ce que vous avez rencontré là-bas? Le 25 juillet, l'étape de New York a été organisée en collaboration avec un mouvement ivoirien, donc ADDD, qui est dirigé par Mme André Vagba et le frère Goubéi, et aussi un autre mouvement qui est le CACI, donc je crois que c'est le comité d'action de la Côte d'Ivoire, donc qui est dirigé par le docteur Eric Eddy. Donc nous avons ensemble organisé l'étape de New York. Ça a été un véritable succès parce qu'à New York, nous étions devant l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Et ce qui m'a frappé, c'est que effectivement cette grande institution mondiale qui détient en son sein le Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous savons tous qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, la Côte d'Ivoire n'est pas représentée. Nous avons un tuteur qui est la France. Et c'est ce tuteur, la France, qui a manipulé toute l'opinion, en tout cas au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, pour qu'aujourd'hui, le palais présidentiel d'un président élu démocratiquement, proclamé et investi par le Conseil constitutionnel de ce même pays, a été bombardé. Pas par des rebelles du pays, mais bombardé par une armée étrangère qui, de surcroît, est l'armée française. Donc, la manipulation est tellement arrivée loin qu'il était important pour nous d'aller devant cette institution, l'ONU, pour rétablir les choses. Donc nous avons dit au Conseil de sécurité que celui qu'ils ont mis au pouvoir est un dictateur. Donc nous avons décelé les tares du régime génocidaire et dictatorial du Draman Ouattara, et nous avons déposé une motion au cabinet de M. Ban Ki-moon. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'on peut déposer des motions, on peut rencontrer des élus,
on peut faire ce qu'on a envie de faire. Contrairement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qui se passe même ici en France. Voilà. Donc, c'était bien. Et nous avons aussi déposé une motion au secrétariat général de l'Union africaine auprès des Nations Unies, donc qui est dirigé par l'ambassadeur Tété Antonio. Nous sommes allés donc à l'Union africaine. Nous sommes rentrés dans les locaux de l'Union africaine et nous avons rencontré l'assistante de M. Tété Antonio, à qui nous avons remis la motion pour demander la libération des prisonniers politiques. Ça, c'était le 25 juin. Donc, toutes ces actions ont porté. Parce que quand nous regardons aujourd'hui que des prisonniers ont été libérés, ils ont été libérés dans des conditions déplorables, parce que rien n'a été préparé pour les accueillir. Donc ça veut dire que c'est une pression. On a dû certainement forcer la main au régime Ouattara. La main a été forcée au régime Ouattara parce qu'aujourd'hui le monde entier connaît la vérité. Les Ivoiriens qui sont allés à La Haye, les Ivoiriens qui ont marché tous les week-ends dans les rues de Paris, les Ivoiriens qui ont organisé des voyages, les Ivoiriens qui ont organisé des meetings, les Africains qui ont lutté pour que la vérité soit sûre. Aujourd'hui, cette vérité-là, elle a été sûre par tous. Le Conseil de sécurité lui-même sait qu'il doit faire quelque chose. Aujourd'hui, vous allez voir que il est plus dangereux pour Dramane Ouattara, sous le régime de Dramane Ouattara, d'organiser des élections en 2015 que sous le régime du président Laurent Gbagbo. Donc, l'ONU va décider d'amplifier son contingent, en tout cas en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que ça étonne les Ivoiriens. Ça, je le lance aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ça étonne les Ivoiriens si l'ONU décide de renforcer, en tout cas, sa présence militaire en Côte d'Ivoire. Ce qui aurait été un échec, clairement. Oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la communauté internationale se rend compte que sous le régime de Dramane Ouattara, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une guerre très fatale que cela n'a été sous le régime du président Laurent Gbagbo. Donc, l'opinion a changé. L'opinion a changé et les mentalités ont changé. Donc, aujourd'hui, c'est un appel que je lance aux Ivoiriens, à tous ceux qui sont devant de cette lutte, qu'il est temps de nous resserrer les coudes, il est temps de se mettre ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux phases dans cette lutte, la phase invisible. Pour la phase invisible, on n'a pas besoin de mobiliser du monde pour mener des actions. Pour envoyer un mail à un sénateur, on n'a pas besoin de mobiliser 1000 personnes. Pour envoyer une motion dans un bureau ou dans une ambassade, on n'a pas besoin de mobiliser 1000 personnes. Donc ça, c'est le travail qui s'est fait dans l'ombre, donc la phase invisible. Mais pour ce qui concerne la phase visible de la lutte, c'est-à-dire les mobilisations des masses que nous devons faire maintenant pour que l'opinion internationale voit la masse qui est derrière le président Laurent Gbagbo et qui est à la quête de la vérité et de la justice. Pour cette visibilité de la lutte, il est important que les uns et les autres mettent de côté leur ego et mettent en avant la lutte. Parce que il nous a été confié que, effectivement, l'opinion internationale ne peut pas proclamer haut et fort que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections ou bien qu'il faut qu'il soit libéré. Ils ne peuvent pas se dédire, mais ils peuvent avoir un alibi. L'alibi, c'est notre mobilisation. Et ce n'est pas une mobilisation de 60 personnes, de 70 personnes, c'est une mobilisation de milliers et de milliers de personnes. Pour cela, on a besoin de se mettre ensemble. On dit que c'est l'union qui fait la force. Il faut qu'on soit ensemble pour que notre voix puisse porter et que le jour qu'on décidera du départ de Dramane Ouattara, on ait quelque chose, un socle sur lequel la communauté internationale s'appuiera pour se laver les mains. Abel Laki, nous allons terminer cet entretien. Avant que nous nous séparions, est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est qu'il faut que nous soyons toujours mobilisés. Il faut que nous soyons mobilisés. Nous félicitons toutes les organisations qui ont lutté pour la libération des prisonniers politiques, de quelques prisonniers politiques, mais il faut que nous continuions la lutte. La lutte doit continuer et il faut que nous soyons prêts. Nous soyons prêts parce que nous allons rentrer maintenant dans une autre phase. La phase de la résistance est terminée. Aujourd'hui, nous avons le dessus. Quand tu as le dessus, tu ne résistes pas. Tu poses des actes, tu poses des actions. Et ce sont ces actions-là que l'opinion internationale va regarder et pour pouvoir se laver son image. Donc aujourd'hui, nous avons une longueur d'avance. Et cette longueur d'avance, elle a besoin que les uns et les autres se mettent ensemble pour que cette longueur d'avance soit effective. Donc c'est un appel que je lance à tous les dirigeants de mouvements, à tous les dirigeants d'associations, que aujourd'hui, l'heure n'est plus au
qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. On sait, après 2 ans, 3 ans, on sait qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi. Maintenant, mettons-nous ensemble pour que la finalité soit une réalité, pour que la lutte puisse être coordonnée et que notre voix puisse porter, pour que l'opinion internationale, pour que toutes ces grandes puissances puissent comprendre que voici un peuple qu'on appelle les Ivoiriens. Voici un peuple qui a été opprimé, dont on pensait que lorsqu'on a bombardé le palais présidentiel, ce peuple-là allait manifester pendant 2 semaines et se reposer. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que voici 3 ans bientôt que notre lutte continue et que nous sommes dans la vérité et que nous ne lâchons pas prise. C'est le temps pour les uns et les autres de se rapprocher les uns des autres afin que notre lutte ait un sens, pour que la totalité des prisonniers soient libérés, pour que les exilés puissent rentrer en Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré et que nous puissions entamer une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais dire à nos frères du Nord, je voudrais leur dire que la Côte d'Ivoire part du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Nous sommes frères. Et aujourd'hui, voici 2 ans que nous ne nous parlons pas. Voici 2 ans et demi que nous ne nous voyons pas. Nous avons envie de nous parler. Nous avons envie de faire nos actions que nous faisions avant. Nous avons envie de revivre les années rue Princesse. Nous avons envie d'aller au maquis. Nous avons envie d'écouter de nouveaux sons zouglou. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui quel nouveau son zouglou qui est sorti en Côte d'Ivoire? Aucun son zouglou n'est sorti. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est sous emprise. Le zouglou, aujourd'hui, est un concept où on dénonce les tares d'un régime. Donc, est-ce que, étant en Côte d'Ivoire, ils peuvent dénoncer les tares du régime? Parce que c'est un régime dictatorial. Soit on les met en prison, soit on les tue. Donc, aucune chanson zouglou, pendant ces 2 ans, n'est sortie pour critiquer quoi que ce soit. Donc, on a envie de revivre les années zouglou. On a envie de revivre les années rue Princesse, on a envie de se parler. Les Ivoiriens en ont marre, ils veulent se parler. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée pour nous mettre ensemble, pour que Nord, Sud, Est, Ouest se mettent ensemble autour d'un référendum pour bouter dehors l'oppresseur, l'usurpateur qui aujourd'hui sème la terreur dans notre pays. Je voudrais, en tout cas avant de terminer, remercier tous ceux qui nous ont reçus aux États-Unis, à commencer par mon tuteur, Moustapha Bakayoko, qui a tout mis en œuvre. Nous avons passé 1 mois et demi chez lui à la maison sans débourser un seul sou. En tout cas, Moustapha Bakayoko, si tu me suis, je te dis merci pour ce que tu as fait. Je voudrais remercier le doyen Doumbia du FPI. Je voudrais remercier le doyen Irgalé de Washington, Charles Youayou de Philadelphie, Gobei de ADDD. Je voudrais aussi remercier Andrea Vagba, en tout cas de l'ADDD, Eric Eddy, le docteur Eric Eddy, qui nous a aidé à faire la manifestation de New York. Je voudrais remercier Secret Kwaku, donc, qui est le représentant du fédéral FPI à Chicago. Je voudrais aussi remercier Lago Saturnin, donc, qui nous a reçus à Dallas. Je voudrais le remercier avec toute son équipe. Remercier Jean-Paul Compo de Boston. Je voudrais aussi remercier Jules Dailly à Boston toujours, Gabriel Mondon à Boston qui a arrangé le rendez-vous avec le maire de Cambridge et de Boston. Je voudrais aussi remercier Florentine Kiali, qui est la représentante, la nouvelle représentante du CRI panafricain, en tout cas à Boston. Je voudrais remercier aussi Léocadie Blawa de Chicago, qui a tout organisé pour que la caravane de la liberté arrive à Chicago. Je voudrais remercier le docteur Tabea Emile de Boston, Pascal Kokora, l'ambassadeur Pascal Kokora, que je remercie, que je salue pour en tout cas tout ce qu'il a fait, pour ses conseils. Il nous a reçus chez lui et je voudrais vraiment le remercier. Remercier en tout cas Maître Douogui Augustin, qui est aussi avocat à Washington, qui nous a reçus, qui nous a mis en contact avec pas mal de responsables américains politiques. En tout cas, le travail continue. Donc nous allons y répartir pour peaufiner tout ce que nous avons entamé aux États-Unis. Je remercie Jean-Claude Zabier qui nous a en tout cas aidé, qui est du CRI panafricain de Philadelphie. Je remercie aussi Yao Yao de Atlanta. C'est lui qui a organisé en tout cas toute la manifestation à Atlanta, M. Martin Luther King. Je remercie en tout cas le FPI, le CRI panafricain USA. Je remercie l'ADDD, je remercie le CACI, je remercie le CNI aux États-Unis. En tout cas, merci beaucoup et je vous fais un gros bisou. Nous étions en compagnie, comme vous l'avez constaté, avec Abel Naki, le président fondateur, il faut bien le préciser, du CRI panafricain,
qui a fait une longue tournée aux États-Unis du 18 au 8 août. Il est arrivé en France et il s'apprête à reprendre la lutte ici. Merci pour votre fidélité et ciao, ciao, à bientôt.